Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'une compétence qui est en train de devenir aussi essentielle pour les développeurs que la maîtrise d'un langage de programmation, le prompt engineering. Si vous pensez que prompt engineering se résume à parler gentiment à ChatGPT, cette vidéo va vous ouvrir les yeux sur les techniques avancées qui font vraiment la différence. Aujourd'hui, les LLM ne sont plus des outils expérimentaux. Ils sont intégrés dans nos IDE, nos pipelines CI/CD, nos systèmes de prod. Mais voici le challenge. La plupart des devs utilisent les LLM comme une boîte noire magique. Ils obtiennent des résultats, parfois ils ne comprennent pas pourquoi ça marche ou pourquoi ça échoue. Le prompt engineering, c'est l'art et la science de communiquer efficacement avec ces modèles pour obtenir des résultats prévisibles, reproductibles et de haute qualité. Dans cette vidéo, nous allons couvrir les fondamentaux du context management, comment gérer la mémoire limitée des LLMs, le chain of thought, donc faire raisonner les modèles étape par étape, le few shot learning, apprendre par l'exemple, et surtout comment combiner ces techniques dans vos projets réels. À la fin, vous saurez construire des prompts professionnels qui fonctionnent de manière fiable. Commençons par le fondamental, la fenêtre de contexte. Imaginez que vous travaillez avec un collègue qui a une mémoire parfaite, mais seulement pour les 5 dernières minutes de conversation. C'est exactement comme ça que fonctionnent les LLM. Donc je vais vous montrer un petit bout de code. Vous voyez, et un exemple de contexte qui dévoile. Le code base fait 50 000 lignes. La doc et tous les docs 10 000. Et conversation historique message sans message. Résultat, trocation silencieuse et perte d'infos critique, bien évidemment. Le problème, c'est que GPT-4 a 128K de tokens de contexte. Ça semble énorme, mais un token égale environ 0,75 mots en anglais. 128K de tokens égale environ 96K de mots, qui égale environ 300 pages. Votre base de code moyenne, facilement 500 pages. La solution, le context management stratégique. Voici 4 stratégies professionnelles. La première, le context window sliding, ne gardez que ce qui est pertinent au moment T. Je vais vous montrer le code associé. Hop. Donc, vous voyez, ça ressemble à ça. On initialise, on ajoute les messages, donc on ajoute un rôle et le contenu. Ensuite, on garde toujours le système prompt, on calcule les tokens et on supprime les messages les plus anciens, sauf les systèmes. Ensuite, il y a le contexte summarization, donc ça veut dire compresser l'historique en résumé. Hop. Voilà. Grâce à ça, vous résumez cette conversation, bien évidemment, en conservant les décisions techniques prises, les contraintes identifiées et le contexte métier essentiel. Et du coup, ça fait un résumé des anciens messages en ayant au final un résumé structuré. Ensuite, il y a le Retrieval Augmented Generation, le RAG. Ne chargez que les informations pertinentes à la demande. Hop. Donc, voilà. Du coup, il y a une indexation vectorielle. Ensuite, on initialise, on fait un index code base. Puis après, on affiche les résultats. Je détaille pas le code, mais bon, si vous avez besoin, n'hésitez pas à me poser des questions. Ensuite, il y a le hierarchical context. Donc, c'est structurer le contexte par niveau de détail. Hop. Donc, vous voyez, le contexte global est toujours présent. Ensuite, le nom du projet, les stakes, la phase. Ensuite, le contenu immédiat pertinent à la tâche et l'historique récent des 3 dernières interactions.
Voyons maintenant un exemple concret. Imaginons qu'on développe un assistant de code review. Hop. Hop. Voilà. Donc, pourquoi ça marche? Tout simplement parce que le contexte global, c'est 200 tokens, le code diff, 1500 tokens, le contexte RAG, 2000 tokens, les instructions, 300 tokens, au total 4000 tokens, donc largement sous la limite donc des performances optimales. Maintenant, on va s'occuper du change of thought. Parce que le change of thought, c'est la découverte qui a changé le game en 2022. L'idée, c'est que les LM raisonnent mieux quand on leur demande de montrer leur travail étape par étape. Oui, je vais vous montrer un exemple, bien évidemment. Pourquoi ça marche? Parce que les transformers génèrent token par token, chaque token dépend des précédents, plus de tokens de raisonnement égale plus de capacité de calcul dédiée au problème. Et ça change vraiment tout. Voyons maintenant les patterns professionnels. Il y a le basic code. Hop. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Hop, voilà. Vous voyez, on demande comment on voudrait que le LLM gère en fait la résolution du problème. Là, c'est analyser les données fournies, identifier les étapes nécessaires, exécuter chaque étape et vérifier le résultat. Donc, vous voyez, c'est relativement simple. Attendez. Ensuite, il y a le zero shot code, donc la magie du let's think step by step. Donc, vous voyez, je vais vous mettre un autre exemple. Hop, voilà. Donc la première phase c'est le raisonnement. En deuxième c'est l'extraction de la réponse. Donc la réponse finale est ta. Vous voyez, c'est quand même relativement simple. Ensuite, il y a le self-consistency, donc code. Donc le self-consistency code, ce qui génère plusieurs raisonnements et on vote pour le meilleur. C'est un peu comme quand les IA génératives vous proposent deux ou trois versions d'images ou de posts réseau. Donc, on génère plusieurs solutions et on vote majoritaire. Et on retourne le raisonnement avec la réponse majoritaire. Parce que bien évidemment, nous aussi, on peut le faire. Ensuite, il y a le Tree of Thoughts. Donc, explorer plusieurs branches de raisonnement. Pardon. Donc, je vais vous montrer le code associé. Donc, vous voyez, on fait un état initial. Ensuite, BF5 ou je sais plus, bon, BF et TFS sur l'arbre de pensée. Oui, c'est BFS, pardon. Mais je me joue des tours, pourtant c'est moi qui ai écrit le code, mais bon. Quand j'ai préparé il y a quelques jours, j'ai été un peu à la ramasse. Donc du coup, ensuite on génère plusieurs pensées suivantes, on évalue et on a les meilleurs.
C'est relativement très simple. Ensuite, maintenant, un cas d'usage avancé, le debugging. Appliquons code au debugging, donc c'est un cas d'usage parfait pour nous, les développeurs. Hop. Hop. Donc là vous voyez qu'il est un peu conséquent, donc je vais le descendre à chaque fois. Donc le résultat sera structuré, méthodique et vous guidera vers la solution. La première étape, c'est identifier qu'un user n'a pas de name. Ensuite, étape, c'est tracer d'où viennent les users. Étape 3, on liste les données manquantes, mauvais format API, etc. Quatrième étape, on conclut donc avec une validation d'input manquante. Cinquième étape, c'est on propose donc vérification avec get ou validation valable. Et sixième étape, on suggère des tests. Ce qui donne voilà un exemple d'utilisation. Le few shot learning, c'est apprendre au modèle par l'exemple, sans fine tuning. C'est comme montrer à un développeur junior 3 à 4 exemples de code bien écrits avant de lui donner une tâche. Il va capter le pattern. Il y a plusieurs niveaux. Il y a le zero shot, donc aucun exemple, instruction seule, le one shot, un exemple, le few shot entre 2 et 10 exemples, et le many shot, plus de 10 exemples. Alors au niveau perf, un zero shot c'est 60 accuracy, one shot 75 accuracy, few shot 85 accuracy et fine tuned 92 accuracy. Le few shot est le sweet spot, donc performance élevée sans coût de fine tuning. Voici les patterns qui marchent. Il y a en premier le format consistency, donc vos exemples doivent suivre exactement le même format. Donc je vais vous montrer un exemple. Hop, j'enlève mon méga exemple. Allez. Donc on convertit ces descriptions en objet JSON structuré. Et vous voyez le premier exemple, deuxième exemple, troisième. Et maintenant à vous du coup pour la suite de la logique. Ensuite, il y a le difficulty progression, donc commencer simple, puis augmenter la complexité de manière graduelle. Hop. Tac. Donc on extrait les dépendances npm d'un package. Ensuite, on fait un exemple simple. Ensuite, un exemple avec des dépendances. Ensuite, un exemple complexe avec plus de dependency. Ensuite, il y a les edge case coverage, donc incluez des cas limités dans vos exemples. Hop, un autre exemple. Voilà. Donc on génère des requêtes SQL à partir de descriptions en langage naturel. Donc en cas standard, l'input trouver tous les users actifs. Donc output select étoile from user soit statut égale action. Ensuite des cas avec join. Ensuite des cas avec agrégation. Avec toujours l'input et l'output. Ensuite au niveau edge case null handling. Donc l'input user sans email. L'output select from user where email is null. Sachant que j'ai pas dit l'étoile, mais il y a bien évidemment l'étoile, comme vous pouvez le voir sur mon écran. Au niveau, ensuite, en notre edge case, il y a une injection prévention, donc avec input user avec le mot, le nom Robert,
drop table users. Donc l'output c'est select étoile from users where name égale point d'interrogation point virgule. Donc paramètre Robert drop table users. Toujours utiliser du coup des requêtes préparées. Donc vous voyez, c'est relativement très simple. Commençons, et maintenant je vais dire commençons, mais plutôt comment bien choisir les meilleurs exemples. Eh bien, vu que là on part sur l'optimisation et la sélection d'exemples, eh bien déjà il y a le Similarity Based Selection. Donc choisissez les exemples les plus proches de la query. Je vais vous montrer, vous inquiétez pas. J'enlève mon petit blabla là, et voilà. Vous voyez, bon, je n'ai pas sélectionné. Vous voyez. Donc là, il y a la similarité cosinus, le top n d'exemple, l'utilisation, et on écrit un DevOps, un engine. Donc c'est relativement très simple. Ensuite, il y a le diversity sampling, donc éviter les exemples trop similaires entre eux. Ça, c'est une très bonne solution parce que ça sert d'avoir des exemples trop similaires. Donc on prend un exemple, ensuite on choisit l'exemple le plus différent déjà sélectionné. Ensuite une distance moyenne aux exemples sélectionnés et on retourne du coup le sélectionné. Hop. Ensuite il y a le Active Learning Loop, donc améliorer votre bank d'exemples avec les échecs, parce que les échecs sont très formateurs. Tac. Donc on initialise, on fait donc une initialisation, on fait une prédiction, ensuite on traque la perf, si échec on ajoute comme nouvel exemple et on marque comme difficile. C'est correct. La vraie puissance quand même vient de la combinaison de ces techniques. Donc en premier exemple, un AI Code Generator Professional, ou plutôt professionnel. C'est comme vous voulez. Hop. Hop. Pourquoi cette combinaison est puissante? Tout simplement parce que le RAC donne le contexte spécifique au projet, le few shot assure la cohérence de style et le code garantit une génération réfléchie et complète. Je vais quand même vous expliquer le code parce que peut-être que pour certains ils comprennent pas et en plus je pense pas que vous voyez tout le code entièrement. Hop. Oui non, il est pas entièrement. Donc on initialise comme d'hab, on s'occupe du RAC contexte pertinent, ensuite le few shot avec les exemples pertinents, le chain of thought, le raisonnement structuré. Vous êtes dev senior, vous générez du code Python professionnel, contexte du projet, exemple de style, demande, processus de génération, chain of thought. Première étape, analyser les requirements, fonctionnalités requises, contraintes techniques, edge case à gérer. En étape, le design de la solution, architecture proposée, pattern d'application, dépendances nécessaires. En troisième étape, l'implémentation Python avec le code avec des commentaires explicatifs. En quatrième étape, les tests unitaires puis avec Python. Et ensuite, du coup, les tests Pytest. Et en cinquième étape, la doc avec docstring, readme si nécessaire. Et voilà. C'est relativement très simple. En notre cas de figure, il y a la gestion des erreurs de fallback. Parce qu'en production, les choses peuvent mal tourner. Donc, il est important d'anticiper, malheureusement. Ou bien heureusement. Ça dépend de quel point de vue vous êtes. Hop. Donc, on fait une validation du résultat. Ensuite,
on s'occupe du contexte trop long, donc là, si c'est trop long, on simplifie. Ensuite, le rate limit, on attend et on recommence. Une réponse avec donc ici avec plus de contraintes, et toutes les stratégies du coup ont échoué. Une validation multicritère. Ça, c'est un cas de figure où ça peut ne pas fonctionner. Donc en prod, vous devez traquer la performance tout le temps. Parce qu'en plus, si c'est pour des utilisateurs qui ne sont pas forcément de l'entreprise qui demandent ça, ils aiment les performances correctes. Donc, vous voyez, donc on fait des imports, on fait une classe, on fait ensuite un petit code là, pas mal, et ensuite on fait un dashboard. C'est relativement très simple. Donc les KPI à traquer, c'est le success rate, donc le pourcent de réponse valide, la latency, donc P50, P95 et P99. Le cost, c'est $, en 1K de token, donc coût total. Le user satisfaction, donc le racing, le feedback, le token efficiency, donc output, input ratio. Vous pouvez aussi faire du A/B testing de prompt. C'est magique ça aussi. Hop. Et voilà. Variation A, B, assignation aléatoire. C'est un peu comme ce que YouTube fait quand vous mettez des variations, des A/B testing sur vos vidéos, si vous en faites. Récapitulons ce que nous avons vu. Le context management, donc ne charger que ce qui est nécessaire. Utiliser RAG pour les grandes bases de code. Slider votre fenêtre de contexte intelligemment. Chain of thought, forcer le modèle à raisonner étape par étape. Utiliser le let's think step by step pour zéro shot. Combiner avec self-consistency pour plus de flexibilité. Au niveau du few shot learning, entre 3 et 5 exemples bien choisis. Donc, ce qui est inférieur à 50 exemples médiocres. De toute façon, 50 exemples, c'est pas gérable. Donc, si vous pouvez éviter de le faire, je vous le conseille relativement. Maintenez aussi la cohérence du format, de format. Sélectionnez dynamiquement selon la similarité et en prod, monitoring constant, A/B testing de vos prompts, gestion d'erreurs robustes et une optimisation continue. La formule du succès, c'est excellent prompt égale context management plus chain of thought plus few shots plus monitoring. Avant de déployer un prompt en prod, vérifiez la clarté. Les instructions sont-elles non ambiguës? Le format de sortie est-il spécifié? Au niveau contexte, ai-je fourni toutes les informations ou tous les éléments nécessaires? Le contexte est-il sous la limite de token? Au niveau exemple, ai-je inclus des exemples de qualité? Couvre-t-il les cas limites? Au niveau de la structure, le raisonnement est-il guidé? Cote. La sortie est-elle parsable programmatically? Au niveau de robustesse, que se passe-t-il si le modèle refuse? Comment gérer les réponses invalides? Au niveau coût, puis-je optimiser le nombre de tokens? Le prompt est-il réutilisable efficacement? Pour approfondir, il y a des papers fondamentaux, Chain of Thought Prompting Efficient Reasoning de Wait and All 2022, Self-Consistency and Pause Chain of Thought, Tree of Thoughts, Large Language Models or Few Shot Learnings. Bien évidemment, je vous mettrai ces références dans la description. Au niveau outil pratique, il y a LangChain, framework pour les applis LLM, les prompts full, testing, évaluation du prompt, OpenAI Evals, framework d'évaluation, Weight and Bias, tracking et monitoring. Bien évidemment, vous avez aussi des communautés sur Reddit, vous avez même des forums, il y a même des Discord. Mon conseil final, c'est que le prompt engineering est un art qui s'apprend par la pratique. Commencez par un cas d'usage simple. Itérez, mesurez, améliorez. Dans 30 mois, vous écrirez des prompts qui chapeautent 95% des devs.
Si cette vidéo vous a été utile, likez pour soutenir la chaîne, partagez vos cas d'usage en commentaire et abonnez-vous pour plus de contenu technique. Et je prépare une série sur le prompt ingénierie pour le testing automatisé, le RAG en prod architecture et pattern, le fine tuning quand prompt ingénierie, quand utiliser quoi. À très bientôt et happy prompting!